Bonjour, cher Langer de Fredolange, abonnés, amis, sympathisants. Alors, quelle heure est-il? Quelle heure est-il, voyez-vous? Quelle heure est-il? Sur cette horloge solaire remis aux citoyens de Montréal, fraternellement par les citoyens de Rotterdam pour le 325e anniversaire de la Fondation de Montréal, le 17 mai 1967. On célébrait en grand, donc il est vraiment, effectivement, ça annonce midi, il est actuellement midi 42, donc c'est presque vrai. Mais en fait, il faut comprendre que le- 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 l'horloge solaire a toujours son degré d'angle. Alors voilà, on est en direct, donc vous l'avez bien deviné, le planétarium de Montréal. Vous voyez que je ne dis pas le nom commercial. C'est comme quand je parle du cinéma Paramount à Montréal. Donc les entreprises maintenant qui corporatisent tout, j'en ai rien à foutre. Est-ce que j'appellerais Fredolange quelque chose Kleenex? Non. Alors voilà. Donc finalement ici c'est un peu plus tranquille. Je pense qu'on devrait être en mesure de faire notre vlog d'appréciation. C'est la clôture du 42e congrès de la Fédération des astronomes amateurs du Québec, qui fut tout de même fort intéressant, mais un peu trop conventionnel à mon goût. J'ai rencontré d'ailleurs un excellent collègue à moi qui étudiait la Polytechnique en robotique, un membre également de la SAPM, Société d'astronomie du Planétarium de Montréal. Et lui, il a juste assisté à la grande conférence de René Doyon sur l'état du projet du télescope spatial James Webb qui remplacera le télescope Hubble pour une durée de vie d'environ 11 ans, maximum promis 5 ans. Et d'entrée de jeu dans cette conférence grand public, ce qu'on nous parlait encore une fois, c'est toujours le sentiment que j'ai avec les astrophysiciens de Montréal, McGill et l'Université de Montréal confondus, French and English, c'est de toujours parler en affirmation. On est loin des Hubert Reeve ou des Pauline Gagnon ou des Carl Sagan ou des astrophysiciens ou des cosmologues là, plus modestes, plus humbles, plus humble justement, qui diraient non, le Big Bang, c'est ce qui nous convient. Alors que M. Doyon, encore une fois, je ne me souviens pas exactement, lui, il est astrophysicien ou physicien, je ne sais pas, mais il a affirmé 13,7 milliards d'années-lumière et puis plus le fameux Dark Ages où il n'y avait rien pendant 400 millions d'années. Rien, tu sais. Comment tu peux affirmer des choses théoriques comme ça? Donc, je m'ennuie de Mickey Kaku qui aurait pu lui rentrer dedans. J'avais envie de lui rentrer dedans comme ancien étudiant moi-même d'astrophysique, mais bon, c'est une des raisons d'ailleurs pour laquelle je suis drop-out. Cette putain d'affirmation religieuse du conventionnel en physique, en astrophysique et en cosmologie. Alors, à chaque fois que je vais voir mes copains en Arizona, à l'Université d'Arizona, ou à l'Université de Berkeley, ou même à Stanford en Californie, c'est toujours des discussions plus ouvertes et oui, rationnelles, mais avec un soupçon de possibilité, de comprendre qu'il y a des possibilités, que c'est pluriel. Ce qui est malheureusement pas le cas avec la SAPAM, avec le Planétarium de Montréal, avec l'Université de Montréal ou avec l'Université McGill. Donc on est dans l'absolu du rationnel et on oublie les couches des possibles, du all possibility, comme nous avons vu à Vancouver il y a environ 3 semaines, pour ceux qui suivent un peu le feuilleton de Fredolange. Alors, je tenais à faire ce statement-là. Hier, je voulais faire l'espèce d'embranchement entre l'échelle, la fameuse échelle que j'ai, l'échelle X-Files de l'explication des mystères de l'univers, entre l'approche Scully jusqu'à l'approche Mulder. Donc, malheureusement, trop conventionnel, pas d'imagination au 42e congrès. Et puis, donc, il faudra prendre note de ça parce que les congrès en Arizona et en Californie sont beaucoup plus ouverts d'esprit en termes d'astronomes amateurs. Et le problème peut-être, c'est que l'ensemble de ces clubs au sein de la fédération sont peut-être axés sur l'astronomie, donc l'observation du ciel. C'est bien amusant l'observation du ciel, je le fais depuis l'âge de 8 ans, accompagné de mon père au Mont-Saint-Hilaire et partout à travers le Québec. Je suis allé à Mégantic à plusieurs reprises, je suis allé à Lowell aussi en Arizona. Donc c'est le fun d'observer le ciel, c'est le fun d'avoir sa carte de messier. Mais quand vient le temps de faire des conférences comme Stéphane Durand hier ou M. Doyon aujourd'hui, puis qu'on affirme 13,7 milliards d'années-lumière, qu'on affirme que, oui, le soleil qui me vient dans la face maintenant, il prend 8 minutes pour m'atteindre. Bon, c'est une convention, d'accord.
Mais on parle du temps. Est-ce que le temps existe? Non. Au niveau quantique, on sait que le temps n'existe pas. Donc, si du niveau microscopique jusqu'au macroscopique, on veut mettre une valeur temps dans quelque chose que le temps n'existe pas, moi, je persiste à dire, depuis même qu'avant Science et Vie le publie en 2004, moi, je le disais depuis 1993-94 dans mes cours d'option en astronomie, alors au cégep, que le temps était un mouvement dans l'espace. L'espace prétendument existe. Mais vous savez, dans mon cheminement pseudo-spirituel, appelez ça ce que vous voulez, j'en ai rien à foutre des mots du common language. Moi, je pense que ce que je ressens, en général, je le ressens, c'est un ressenti. Je le sais et je ne le sais pas à la fois. Je crois que tout cela est meaningless. En fait, je suis venu ici en fin de semaine et je vais faire un oxymoron pour passer le temps, d'une certaine manière. Rencontrer quand même des gens intéressants comme ce collègue de la Polytechnique et profiter du beau temps, entendre des spermatozoïdes évoluer, affirmer que l'univers aurait 13,7 milliards et qu'avant ça, il n'y avait pas de temps. Il a même osé dire que quand les gens posent la question « qu'est-ce qu'il y avait avant le Big Bang ?», que c'était stupide. Imaginez, on a un gars qui est payé avec nos impôts à l'Université de Montréal, qui reçoit des fonds privés également, qui travaille sur James Webb, un projet de 8,7 milliards de dollars qui dure depuis 2001. Et puis, il enseigne à des gens à l'Université de Montréal. Il est aussi directeur de la recherche IREX, qui est pour l'Institut de recherche sur les exoplanètes. Et il traite tous les concitoyens du monde, pas juste du Canada et du Québec, d'imbéciles s'ils posent la question qu'est-ce qu'il y avait avant le Big Bang. Alors ça, pour moi, c'est inacceptable et c'est très grave. Et puis, j'en ferai pas un grief à la faculté de physique de l'Université de Montréal. Mais franchement, professeur Doyon, si vous tombez sur cette vidéo-là, je vous le dis, en pleine figure, je me suis retenu de ne pas prendre le micro, Star Cité tantôt pour vous dire, vous êtes un pur imbécile fermé d'esprit, d'affirmer comme ça, et en plus de traiter les autres d'un peu gnochon, de penser qu'est-ce qu'il y avait avant le Big Bang. Alors, moi, ce que je pense, ce qui nous convient le mieux, c'est cette théorie du Big Bang. Je suis d'accord avec M. Dr. Reeves et Carl Sagan. Cependant, ce qui nous convient encore plus avec Russell Lesbot et Rachel Vasdon, c'est que de plus en plus, et puis on pourrait même rajouter des gens que vous n'aimez pas, comme Nassim Haramein ou d'autres, c'est l'univers connecté, la géométrie sacrée, et qu'il y a tout le temps et que tout existe. Donc voilà. Donc ça résume en grosse partie cette dichotomie trop conventionnelle qu'il y a au sein des clubs d'astronomie. Mais ce sont des clubs d'astronomie. Donc à leur grand étendard, il faut dire qu'eux, ils aiment observer le ciel. D'ailleurs, c'est une des devises de la SAPAM, de la SAPM, c'est de dire, bon, admirer le ciel avec nous, trouver les étoiles, tout ça. Donc c'est intéressant quand tu as 8 ans avec ton père, puis que tu apprends à utiliser tes télescopes pour faire de l'astrophotographie. Pas de problème avec ça. Maintenant, si tu veux aller plus loin, on parle d'un congrès. D'ailleurs, moi j'appellerais ça une conférence annuelle de la Fédération des astronomes amateurs, parce que ce n'était que des conférences, très peu d'interactions entre les gens, période de questions, mais comme je vous disais un peu hier dans mon uncut vidéo, part 1, si quelqu'un comme moi prend le micro, ou même quelqu'un qui est encore qui reste dans le conventionnel, mais qui veut aller plus loin, ben, il va se faire rapidement dire non, on fait de l'astronomie ici. Donc, les grandes questions cosmologiques, même quand il y a les conférences le vendredi ici, on ne va pas assez loin pour moi. Donc, est-ce que c'est encore une fois, les gens vont me dire je suis trop deep, je suis trop ci, et puis blablabla, je ne sais pas. Mais moi, au lieu de me faire traiter de je suis trop ci, je suis trop ça, moi je dirais simplement finalement que ces clubs, aussi intéressants qu'ils le sont pour des novices qui veulent faire de l'observation du ciel et de l'observation spatiale purement astronomique. Moi, je dis, allez-y, prenez votre membership. Vous avez les rabais pour les spectacles aussi au planétarium. Dans le cas du Club de Montréal, les autres clubs en région, je ne sais pas qu'est-ce que vous offrez avec les observatoires et compagnie. Mais cela dit, moi, je reste positif. Je vais rester membre parce que ça m'intéresse. Et puis, il y a quand même des gens au niveau individuel qui sont intéressants. Mais je tenais à faire l'éditorial que c'est beaucoup trop conventionnel et axé sur une vision très fermée, très programmée. Vous savez, ça va à l'encontre du reste de mes recherches, ça va à l'encontre du reste de mon expérience que je tente de faire. En fait, je ne tente pas de le faire, je le fais. Ça fait partie de l'expérience. Il n'y a pas de bon ou mauvais, ce n'est pas une dualité, je combats la dualité, mais je voulais l'exprimer. Donc, une échelle Scully à Mulder, où Scully serait l'extrême rationalisation
empirique, scientifique, logique, terre à terre, vers un Mulder qui serait l'extrême ésotérisme ufologique, mais ufologique aussi dans le sens extraterrestre, farfadicien, ou comme il l'appelait, le Little Green Man dans la série. Donc, on va trop loin. Donc, moi, je pense qu'il faut, dans un spectre idéologique et de pensée critique, amener de l'agnostisme. Et si c'était vrai, ma définition de l'agnostisme ici, c'est comme un de mes grands cousins me démontre souvent, c'est et si c'était vrai, et si c'était faux, il faut toujours se poser cette question-là, et ne pas aller dans l'absolu, ne pas l'affirmer, et de juste dire, comme mon professeur Dr. Hubert Reeves, ou comme Nassim Haramein, pour l'instant c'est ce qui nous convient, mais continuons à chercher, continuons le combat, continuons la découverte, continuons à comprendre que tout est tout le temps, et que nous avons toujours été et nous serons toujours. Voilà, je vous aime, In Lakesh, et bonne journée. Bye.